Bonjour à toutes et à tous. Un proverbe africain dit « Assieds-toi auprès d'un arbre et bientôt tu verras l'univers tout entier défiler devant toi ». Je vous propose dans une série de 3 vidéos d'étudier la place des arbres dans la littérature. Pour cela, nous irons aussi bien en Amérique qu'en Europe. Nous verrons des livres du 19e siècle, du 20e, du 21e siècle et des ouvrages écrits par des auteurs ou des autrices, que ce soit en essai ou en fiction. Chaque vidéo sera publiée à 1 semaine d'intervalle. Et dans cette vidéo, nous allons étudier à travers 2 auteurs américains du 19e siècle ou du début du 20e, avec 2 livres qui sont 2 grands classiques de la littérature américaine et mondiale, le thème du retour à l'état sauvage. Le premier livre dont je vais vous parler était une évidence à vous présenter tout d'abord, puisqu'il s'agit de L'Appel de la forêt de Jack London, ici publié chez Finitude. Jack London est un auteur américain qui est né en 1876 et mort en 1916. Il est originaire de Californie. Il a grandi dans une famille modeste et dans son enfance a été en contact avec les animaux dans la ferme d'élevage que tenait son père adoptif. Devenu adulte, il est tiraillé en fait entre ses ambitions littéraires et en même temps la nécessité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Donc il fait de nombreux petits boulots divers et variés, travaille en usine, il travaille sur des bateaux, il a notamment été chercheur d'or. Bon, même si en fait il a passé plus de temps dans les saloons et en fait il n'a jamais été vraiment prospecteur. Et il a aussi également toujours été attiré par la mer, donc il a été effectivement sur des bateaux. Petit à petit, il gagne en notoriété littéraire, notamment grâce à ses nombreux romans d'aventure. Vous connaissez peut-être au moins de nom Cro-Blanc, mais également grâce à des romans qui sont largement inspirés par son engagement socialiste, puisque on pense notamment à Martin Eden, mais aussi Le peuple de l'abîme, qui lui a été inspiré en fait par la vie pendant quelques semaines dans le quartier de l'East End, qui était un quartier extrêmement pauvre de Londres à l'époque. Il était reporter, donc il a couvert plusieurs conflits et plusieurs situations différentes, ce qui lui a permis de nourrir sa littérature aussi bien d'aventure qu'engagée. Sa notoriété littéraire a été notamment acquise grâce à ce livre-là, donc qui en anglais s'appelle The Call of the Wild. Donc il n'y a pas du tout le concept de forêt à l'intérieur, même si la forêt, la nature est omniprésente dans ce livre. Donc juste pour parler un petit peu de la version, le titre L'Appel de la forêt, c'est vraiment le titre par lequel est connu en France ce livre. C'est le premier titre qui lui a été donné. Après, les premières traductions et donc encore très nombreuses versions qu'on peut trouver dans le commerce sont des versions édulcorées du livre original, et certaines versions récentes cherchent à revenir vraiment au texte originel et ne portent plus le titre L'Appel de la forêt, mais se font appeler L'Appel sauvage ou bien L'Appel du monde sauvage. Donc ici, je crois que c'est une nouvelle traduction, mais qui garde le titre L'Appel de la forêt. Donc je ne suis pas en capacité de juger s'il s'agit bien d'une version fidèle ou pas. En tout cas, je l'espère. L'histoire ici dans L'Appel de la forêt, c'est celle de Buck, un chien qui originellement était juste un chien de compagnie qui vivait une vie très tranquille en Californie dans le confort, et qui par un concours de circonstances indépendant de sa volonté se retrouve en fait vendu pour devenir chien de traîneau, et il officie dans le Yukon, qui est un territoire particulièrement sauvage du Canada, donc il est très loin de chez lui. Et en fait le livre suit son passage entre les mains de différents propriétaires, et petit à petit il acquiert en vigueur, en férocité, et perd petit à petit
ses qualités de chien de compagnie et retourne d'une certaine façon à un état sauvage, un état originel qui le rapproche de ses ancêtres les loups. Donc dans ce livre, en fait, il y a des thèmes qui sont développés, qui sont vraiment chers à London, puisqu'il est question des animaux, du Grand Nord, de la nature. Le grand sujet de l'histoire, c'est vraiment le retour à l'animalité, le retour à un état sauvage, à des origines qui sont quasiment cosmiques. Il y a une dimension surnaturelle parfois, puisque le chien, dans ses rêves, visualise des vies antérieures, notamment à un moment il semble visualiser un homme préhistorique, et il y a vraiment un retour à ce qu'il était, et le vernis de la civilisation en fait disparaît chez lui au profit de l'animal pur, violent et naturel qu'il était et que semblent être les animaux. Il y a dans ce livre beaucoup de scènes de violence, soit contre les animaux, c'est-à-dire des hommes sur les animaux, soit des animaux entre eux, au-delà de scènes de chasse que peuvent faire les chiens vers d'autres gibiers, vers d'autres animaux qu'ils considèrent comme leur gibier. Il y a aussi des bagarres entre chiens qui peuvent être particulièrement sanglantes et meurtrières. Mais c'est aussi un récit qui est vraiment d'une très grande simplicité au sens agréable du terme, et d'une très grande puissance poétique. Par exemple, je vous lis un extrait. « Toutes les nuits, régulièrement, à 9h, à minuit, à 3h, les Huskies faisaient entendre une mélopée lente et lugubre à laquelle Buck adorait se joindre. Sous les étoiles tremblant dans le ciel noir, sous l'aurore boréale éclairant cette terre morte d'une lumière de deuil, dans ce chaos de glace, de neige et de nuit, le chant des Huskies aurait pu sembler un défi à la vie, une musique d'outre-tombe, mais c'était plutôt, modulée en mineur, la plainte d'innombrables générations, une longue, longue plainte entrecoupée de sanglots, le chant ancestral, le chant du monde originel, un monde en train de naître, ou renaître, dans les cris et la douleur. Étrange et terrible enfantement. C'était un gémissement dont la tristesse infinie bouleversait Buck. Il exprimait la souffrance immémoriale des ancêtres sauvages, leur vie atroce, la peur du froid et de la nuit, le mystère, la fureur et l'angoisse des temps primitifs. Son émotion même était la preuve de son retour absolu, par-delà l'âge du feu, par-delà l'âge du toit, aux temps originels, l'âge où hurlaient les loups. Donc pour la petite anecdote, en fait c'est la deuxième fois dans ma vie que je lis ce livre. Je l'ai lu pour la première fois à 12 ans dans un cadre scolaire, et j'ai tout simplement détesté cette lecture. J'ai trouvé ça vraiment, d'abord, super chiant, ça m'a emmerdé au possible, et ça m'intéressait pas du tout. Et en plus, j'ai trouvé ça horrible. C'est horrible. Il y a des chiens qui se bouffent entre eux, enfin c'est... Juste, s'il vous plaît, les profs de français, s'il y en a qui m'écoutent, mais ne faites pas lire ce livre à des enfants de 12 ans. Ce n'est pas adapté. Enfin, c'est mon avis, mais vraiment, moi, ça a été traumatisant. Donc, il a fallu quasiment 20 ans pour que je me remette à le lire. Et pendant ces 20 ans, je me disais qu'en fait, Jack London était probablement un auteur qui allait me plaire, mais je restais sur cette impression horrible de L'Appel de la forêt, que je citais régulièrement comme un livre que j'avais détesté dans mon enfance. Et donc là, comme je préparais cette vidéo, cette série de vidéos sur les arbres, je me suis dit quand même, allez Marie, il faut le relire, quoi, c'est pas possible. Et donc je l'ai relu, et j'ai revu ce qui m'avait déplu en fait dans l'enfance, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était... Ce que j'avais trouvé abominable en fait... je trouve toujours ça malaisant, mais c'est plus pareil en fait. Je comprends la force qu'il y a, je comprends la puissance, je vois l'aspect poétique que j'avais pas du tout vu la dernière fois parce que comme j'étais pas intéressée par le sujet, je sais pas, ça m'a pas marqué. Donc j'ai quand même beaucoup plus apprécié cette fois-ci cette littérature. Je me dis que vraiment Jack London, comme je le soupçonnais,
C'est clairement un auteur qui m'intéresse, dont les thèmes m'intéressent, puisque j'aime beaucoup les romans d'aventure, les romans dans la nature, etc. Donc je pense que je vais vraiment lire d'autres Jack London. Mais je voulais vous partager cette expérience parce que voilà, parfois il faut relire un livre pour vraiment l'apprécier. Voilà, donc c'était L'appel de la forêt de Jack London. Le second livre dont je vais vous parler n'est pas un roman, c'est un essai, même un pamphlet. Il s'agit de Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. C'est un auteur américain qui s'inscrit en fait dans un mouvement qu'on appelle le transcendantalisme, qu'il a contribué à créer avec son ami l'écrivain et philosophe Ralph Waldo Emerson. C'est un mouvement en fait qui émerge donc au début du 19e siècle avec eux et qui propose en fait une vision idéaliste à la fois de l'homme et de la nature, considérant que l'homme est corrompu par la société et que seule une communauté d'individus qui serait à la fois autonome et indépendant serait viable. Donc c'est un mouvement en fait qui est inspiré de la philosophie de Kant, des idéalistes allemands, et moi je le relierai aussi un petit peu à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Et avant de publier Walden, Thoreau va publier un essai pour lequel il est très connu, il le publie en 1849, c'est La désobéissance civile. Et en fait, dans la désobéissance civile, il se base sur une expérience qu'il a vécue, puisqu'il a fait de la prison pendant une nuit, puisque cela faisait 6 ans qu'il refusait de payer ses impôts, puisque l'état dans lequel il vivait finançait avec l'argent de ses impôts à la fois la guerre contre le Mexique, contre laquelle Thoreau était opposé, et en même temps son état pratiquait l'esclavagisme, alors que Thoreau est anti-esclavagiste. Donc il a fait de la résistance passive en refusant de payer ses impôts, ce qui lui a valu de la prison. Il en a tiré son essai La désobéissance civile, où il dénonce en fait la société américaine et également le christianisme comme à la fois protégeant et encourageant l'esclavagisme. Donc dans la lignée de sa pensée, il a décidé un jour de vivre une expérience extrême, puisqu'il a construit lui-même une cabane en bois et y a vécu pendant 2 ans au bord du lac Walden, et cette expérience lui a inspiré ce livre. Cette expérience lui inspire ces termes qui lui permettent de comprendre la philosophie dans laquelle il était à ce moment-là. Je suis partie vivre dans les bois parce que je voulais vivre en toute intentionnalité, me confronter aux données essentielles de la vie, et voir si je ne pouvais apprendre ce qu'elles avaient à m'enseigner, plutôt que de constater, au moment de mourir, que je n'avais point vécu. Dans ce livre, Thoreau exprime sa vision de la société. Il juge d'abord que le travail est abrutissant pour les hommes, c'est-à-dire qu'en fait on passe notre vie à essayer de gagner notre vie, mais qu'on ne peut pas en profiter parce que le travail nous éreinte et nous tue. Il estime aussi que les hommes ont coupé leur lien avec la nature et qu'en fait ils n'ont plus de considération pour elle et ne la voient plus d'ailleurs. Et en fait ce lien coupé avec la nature fait que cette nature est abîmée par l'homme. Il cite par exemple à plusieurs reprises le fait que les arbres du bois dans lequel il est sont transformés en poutres qui deviennent le chemin de fer en fait. C'est un livre qui n'est pas vraiment autobiographique, ça n'était pas du tout la volonté de l'auteur, par contre qui se veut vraiment comme étant un pamphlet, donc c'est très virulent. Il décrit également, au-delà de son aspect pamphlétaire, il décrit énormément la nature et surtout le lac Walden auprès duquel il vit. Et il fait aussi bien des observations scientifiques que poétiques. Il y a énormément de passages très poétiques dans ce livre. L'expérience qu'il tire de cette vie dans les bois est que, en fait, on peut vivre de manière très frugale, mais sans se fatiguer, en conservant sa dignité,
en conservant sa santé physique et mentale et tout en pratiquant d'autres activités à côté puisque Toro continuait à écrire dans sa cabane dans les bois. Et donc ça, en fait, son expérience lui inspire des réflexions, presque des maximes si on peut dire, puisqu'il dit par exemple: la richesse d'un homme se juge à la quantité de choses dont il peut se permettre de ne point s'occuper. Il prône également un mode de vie qui serait particulièrement frugal, puisque selon lui, le seul remède gît en une stricte économie, une simplicité de vie rigoureuse et plus que spartiate, et des desseins élevés. Finalement, Toro adopte ici la position très classique du philosophe qui se retire de la société pour aller penser et écrire, évidemment. C'est une position qu'on retrouve par exemple chez Montaigne qui lui permet d'écrire les essais. Donc, moi, mon sentiment sur ce livre, c'est que j'ai eu un très 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 gros problème avec. C'est que c'est hyper condescendant, mais hyper condescendant. C'est horrible, horrible. Vraiment, c'est... En fait, si on devait résumer le livre, c'est: vous avez rien compris à la vie, et moi j'ai tout compris. Voilà, en gros, c'est ce que nous dit l'auteur, et c'est insupportable. Et en plus, il est quand même parfois très paradoxal dans ce qu'il nous dit. J'avoue que j'ai pas très bien compris sa position par rapport à la chasse. Il nous dit par exemple qu'il a aucun besoin de manger de la viande et du poisson. Par contre, en fait, à 3-4 reprises, il nous explique qu'il est en train de pêcher ou en train de chasser des animaux qu'il va manger. Donc, j'ai pas compris. Et ensuite, il va dire non mais la chasse, c'est horrible, c'est pas bien, la mise à mort des animaux, etc. Et ensuite, il dira par contre, il faut surtout pas l'interdire parce que moi, quand j'étais jeune, avec mon père, on allait chasser et c'est ce qui m'a fait découvrir la nature. Bon, on revient avec cette fameuse théorie des chasseurs qui sont les premiers écologistes. Bon, ok, il croit qu'il veut. Et ensuite, il nous dit, mais vous voyez, il faut au contraire encourager tous les jeunes hommes à faire de la chasse parce que ça leur permettra de découvrir la nature et ensuite, d'eux-mêmes, ils arrêteront de tuer les animaux. Mais qui croit à ça un seul instant, en fait? Je sais même pas si lui, il croit quand il l'écrit. Bon. Bref, donc... voilà, c'est assez paradoxal de ce point de vue. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ce que vous lisez là, je le répète, c'est pas une autobiographie. Il y a des choses qui sont très floues dans ce qu'il raconte. Par exemple, c'est pas très clair, mais en gros, on a un peu l'impression qu'il vit comme un ermite ou quasiment dans sa forêt. Bon, en fait, il y avait des gens qui passaient tous les jours dans la forêt, donc il était loin d'être seul. Il était quand même à... je sais pas, 2 kilomètres peut-être du village Concorde où il a grandi. Donc en fait il allait tous les jours, il se rendait tous les jours dans le village pour aller retrouver ses amis, manger avec eux, il parlait avec eux. Donc c'est pas du tout une vie d'ermite qu'il vit. Et alors ça par contre j'ai réussi à trouver aucune chose sur le sujet, mais c'est vrai qu'à aucun moment il ne parle de son linge. Parce qu'il est très prolixe pour nous expliquer différents aspects de sa vie, comment il a construit sa cabane, comment il se nourrit, comment il se chauffe, etc. Mais en fait, il ne nous parle jamais de son linge, il nous dit juste qu'il a un linge très propre et qui se tient bien. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, en fait, c'était sa mère qui lavait son linge. Donc je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que c'est assez savoureux et que ça reflète un peu, voilà, le fait qu'il nous raconte un peu ce qu'il veut. À n'en point douter, il a vécu voilà, la plupart des choses qui sont arrivées là, mais il faut pas se dire, ah oui, ça s'est passé aussi bien que lui l'explicite là. Donc à prendre avec des pincettes. En plus, c'est une écriture assez pamphlétaire, donc en fait, ça n'est pas évidemment basé sur des faits... ça n'est pas étayé en fait par des propos scientifiques, et donc c'est assez... il a tendance à faire beaucoup de digressions et c'est pas toujours évident à suivre.
Alors pour conclure, donc rappelons d'abord que c'est un livre fondateur du nature writing, c'est également fondateur de la pensée écologiste et c'est également très américain à la fois ce mythe de l'individu qui part avec 3 outils et qui va vivre dans la nature sauvage, également ce côté très individualiste de ce choix de vie. Voilà, tout ça c'est très américain. Alors moi j'ai pas vraiment aimé cette lecture parce que j'ai été gênée par cette condescendance dont je vous parlais. Je comprends pas très bien pourquoi tous les commentaires que j'ai lus sur ce livre ne mentionnaient pas ça. Tout le monde en parle avec des étoiles dans les yeux, c'est quand même un peu étrange que personne ne le souligne. Moi j'étais pas non plus transcendée par le propos parce qu'en fait c'est pas la première fois que j'entends parler de décroissance, de frugalité, de travail abrutissant. Voilà, c'était des notions qui m'étaient pas du tout étrangères, donc ça constituait pas vraiment une nouveauté. Mais je reconnais que c'est quand même très fort pour c'est quand même le milieu du 19e siècle, c'est très très actuel comme réflexion. On y trouve beaucoup d'écho à notre monde d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas particulièrement aimé, mais je vous conseille quand même cette lecture si vous êtes intéressé par tous ces thèmes, et ne serait-ce que parce que il est quand même très souvent cité par énormément d'auteurs et de penseurs qui réfléchissent sur ces sujets. Donc je vous rappelle les 2 livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Il s'agit de L'appel de la forêt de Jack London et Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau. La prochaine vidéo sera publiée dans une semaine et d'ici là, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas ou à me suivre sur Instagram où vous pouvez me contacter en privé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, de bonnes lectures.